Bonjour à tous, bonjour Elisa. Bonjour Anna. Dans cette deuxième édition du journal télévisé de Bagatelle, la culture est à l'honneur, et sous toutes ses formes. Tout d'abord, nous parlerons agriculture en présentant le lycée agricole de Saint-Gaudens. Puis nous aborderons la culture artistique avec un reportage sur la photographie. Et la culture littéraire en découvrant la médiathèque. Nous terminerons par la culture physique, indispensable à l'exercice du métier de garde du corps. 4 élèves de première du lycée de Bagatelle ont décidé de s'intéresser à un autre établissement d'enseignement secondaire. Focus sur les formations proposées aux élèves agricoles. Un reportage de Marlène Forêt-Huette, Arthur Iberti et Lily Da Silva. Le lycée professionnel agricole de Saint-Gaudens est un lieu d'enseignement divisé en 3 filières, CGEA et PA, SAPAT et TCVA, ce par quoi nous allons commencer. Ok, je m'appelle Simon Cascaré, je suis en première TCV et... Moi je m'appelle Marie-Adrien, je suis en terminale TCVA. Moi c'est Léopold Delfort, je suis en terminale TCVA. Mathieu Loubet, pareil, terminale TCVA. Et Jonathan Rock, en première TCV. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre filière ? Ouais, je vais vous présenter la filière TCV. Alors TCVA, ça veut dire technicien conseil vente en agroalimentaire. Elle est divisée en 2 parties. Un côté génie alimentaire qui nous apprend la grande distribution et les industries agroalimentaires. Et la deuxième partie, c'est plus axé sur la vente et les entreprises. Après, nous sommes coupés en 2. D'un côté, on est entre TCV pour les matières professionnelles et de l'autre avec les CGEA pour tout ce qui est matière pas technique générale, le français, les maths, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler des débouchés possibles ? Débouchés possibles, on a principalement tout ce qui est dans l'agroalimentaire, donc tout ce qui est hôtesse de caisse, aussi employé de libre-service sinon. Et si on fait un BTS, on peut tomber sur un finir chef de rayon. Et je pense que c'est le plus gros débouché possible, je pense. Comment vous qualifierez votre lycée ou votre filière ? Petite. On n'est que 3. En terminale. On avance bien quand même, vu qu'on n'est pas hyper nombreux dans la classe, on avance assez bien. Ça permet un vrai climat de travail. Ouais, voilà. D'accord. Et dans le lycée... Il y a une bonne ambiance. Ouais, on va dire c'est familial. Tout le monde se connaît. Et on mange bien, c'est important quand même. Et il y a une très bonne cantine aussi. Ah, bon, ça va alors. Très bonne cantine. Bon, alors parlez-nous de votre filière. C'est un bac pro, c'est ça ? Comment ça s'appelle ? En fait, c'est SAPAT, Service aux personnes et au territoire. Et on apprend tout ce qui est l'aspect, comment s'occuper des enfants en bas âge et des personnes âgées. Donc la seconde, c'est plus sur l'entretien des locaux. Et la première et la terminale, c'est soins. Ouais. Bon, après, ce qui est différent par rapport aux lycées généraux, c'est qu'à la fin de la seconde, on a déjà un CCF. Donc en gros, c'est un BEPA, c'est BEP. Ce qui est bien, c'est qu'on passe cet examen. Si on ne va pas jusqu'au bout du bac, on aura quand même un diplôme à la fin. Et on pourra quand même trouver un travail dans le domaine qui nous intéresse. D'accord. On fait des TP, nous on a fait des TP ménage dans l'internat, le self. Là on est en train de faire un TP sur l'entretien des locaux parce qu'on a notre stage en février, du coup il faut qu'on soit opérationnel. C'est quoi les débouchés après pour devenir quoi ? On peut passer un concours d'aide-soignante, concours infirmière. On peut faire des formations pour être éducateur dans des foyers. Donc l'exploitation agricole du lycée de Saint-Gaudens est située donc ici à Saint-Médard. On est à une dizaine de kilomètres du site du lycée et on a une exploitation avec différents ateliers. Alors l'atelier principal, c'est un atelier vaches laitières. On a une 60aine de vaches laitières en agriculture biologique. Depuis 7 ans maintenant. Donc on produit du lait qu'on commercialise auprès de Sodial, du lait bio. Et on en transforme aussi une partie, à peu près
10-12 000 litres de lait qui sont transformés chaque année. On a un atelier de transformation laitière qui est un autre atelier de l'exploitation où on produit des yaourts, de la crème fraîche, des faisselles, des crèmes dessert, chocolat, café et autres. Et aussi des yaourts à boire, donc des produits frais qu'on commercialise en local, en vente directe et aussi auprès de notre lycée. Donc ça c'est pour l'atelier vache laitière, donc on élève aussi toutes nos génisses, c'est-à-dire qu'on garde toutes les femelles qu'on a besoin pour le renouvellement, et ce qui fait que sur cet atelier là on a à peu près 120 animaux. Et enfin donc on a au total 5 salariés pour 3,5 équivalents temps plein pour faire fonctionner Plongeons l'ensemble. maintenant dans un univers artistique avec le 8e art, la photographie. Est-ce un métier, un loisir ou encore une passion? Un reportage traité avec humour par Léa Blo, Nathan Carillo et Antoine Gaborio. La photographie est un art à la portée de tous. Des photographes en herbe aux artistes qualifiés, c'est un moyen d'expression répandu dans le monde entier. Il est donc devenu une pratique universelle. Les interviews suivantes vont nous définir la photographie sous tous ses angles. Nous partons aujourd'hui à la rencontre de deux amis d'enfance qui se connaissent depuis l'époque du bac à sable. Barthélemy et Florimond, deux artistes contemporains du XXIe siècle, vont raconter leur histoire. Alors pour vous, qu'est-ce que la photo? Alors pour moi la photographie c'est tout d'abord une manière de s'exprimer librement par l'image. C'est quelque chose qui me vide la tête et qui m'émeut particulièrement. Et toi Barthélemy? Alors oui, effectivement, depuis le berceau, la photographie est un mode de vie pour moi. C'est-à-dire que je ne suis jamais sans ma sacoche à appareil. Et la bandoulière de la sacoche représente mon lien avec l'appareil, mon lien avec la vie. Parce que mon ami a offert une démonstration. L'appareil photo, on pourrait en faire une métaphore. Vous voyez cet hamster dans cette boîte, c'est comme un appareil photo avec la photographie à l'intérieur. Un appareil rempli de vie. Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous poser quelques questions sur la photographie. Alors pour commencer, comment vous est venue cette passion? La passion de la photo a commencé par des prises de vue simplement de mes enfants, lorsque j'ai eu des enfants, et la photo de famille. Et très vite c'est une technique qui m'a séduit, et j'ai voulu l'explorer de plus en plus. D'accord. Et quels appareils avez-vous utilisés au cours du temps? Alors bien sûr, il y a une quarantaine d'années, il s'agissait d'appareils argentiques. Le support c'était de la pellicule en 24-36, il y avait plusieurs formats. Moi j'ai commencé avec le 24-36 et les appareils sans cellules photoélectriques, avec très peu d'électronique embarquée en fait. Et finalement vous utilisez quel appareil maintenant? Alors de fil en aiguille, je suis passé par l'évolution des appareils qui ont embarqué beaucoup d'électronique pour analyser la lumière, etc. Jusque dans les dernières années, l'apparition du numérique. Et donc aujourd'hui, j'utilise un appareil qui s'appelle le Nikon D4. J'ai du matériel principalement Nikon, qui correspond à mes besoins pour plein de raisons, avec divers objectifs. Et donc j'ai un appareil qui s'appelle le D4, qui est un appareil professionnel et en plein format, c'est-à-dire qu'il représente le même format que l'argentique du départ en 24-36. D'accord. Et finalement, d'après vous, peut-on faire dire ce que l'on veut à une photo? Alors c'est essentiel, le photographe doit imposer son point de vue, puisque la technique photographique consiste à faire des cadrages pour imposer justement son point de vue, que ce soit dans la photo animalière, le portrait, le paysage, la montagne. Le photographe a toute la technique photographique pour s'exprimer et faire dire ce qu'il veut vraiment à la photo. Ben, merci monsieur. Mais de rien, c'était un plaisir. Et au revoir. Au revoir. Mais Barthélemy, où es-tu? J'étais là pardi. Et maintenant un reportage sur la médiathèque de Saint-Gaudens afin de savoir ce qu'elle apporte aux jeunes. Un reportage réalisé par Anna Ferrand, Laura Canonge, Maxime Tancred et Elisa Sistac. Située face aux Pyrénées entre le boulevard Bethmal et la rue Victor Hugo, la médiathèque est un endroit accueillant et culturel du centre-ville de Saint-Gaudens. Bonjour, je suis directeur adjoint et je dirige la médiathèque. Nous avons ouvert en mars 2014, donc 3 ans, bientôt 4. Voilà.
Et vous avez le kiosque. Oui. À l'entrée, vous avez le kiosque avec des revues qu'on peut consulter, lire sur place ou emprunter, dès lors où ce n'est pas le numéro qui est en cours. Et après, vous êtes dans l'espace musique et images, où vous trouvez des CD, des DVD, possibilité d'écouter des CD, si vous le souhaitez, ou de regarder des DVD, ou de consulter, d'aller sur le net. Oui, tout à fait. Alors avec des jours où ils sont plus nombreux, évidemment, aujourd'hui nous sommes mercredi, c'est vraiment le pic de la fréquentation, notamment par un public d'adolescents. Voilà. Alors ce sont soit des gens qui viennent travailler, parce que comme vous l'avez remarqué, à chaque étage nous disposons de tables de travail. Soit ils viennent travailler, soit ça devient un lieu de convivialité. La médiathèque est ce qu'on appelle maintenant le troisième lieu. C'est le lieu entre le travail et la maison. Et là, c'est tout à fait l'expression de ça. Ce sont des gens qui se retrouvent entre eux, en dehors de l'école, pas encore chez eux, et ils utilisent les locaux de la médiathèque pour de la convivialité. Mais il faut que ça se fasse dans un certain cadre, et très très souvent, on est obligé de cadrer un petit peu les choses pour qu'il n'y ait pas de bruit, trop de bruit, etc. Parce qu'il y a des gens qui parallèlement travaillent. Traditionnellement, ça a toujours été le cas. En fait, jadis, la médiathèque était une structure communale. C'était la médiathèque de Saint-Gaudens. Et nous étions place du Pilate. Et nous étions avec le conservatoire qui, à l'époque, n'était pas un conservatoire, mais une école de musique. Et nous étions déjà dans les mêmes locaux. Nous étions dans des locaux qui étaient exigus, démodés, non informatisés, mais voilà, c'était une petite structure. Et puis après, nous avons changé d'échelle, et depuis 2014, nous sommes installés ici. Très naturellement, le conservatoire a trouvé sa place dans la même structure. D'abord, en termes d'animation et tout, c'est devenu, donc c'est un centre culturel, donc il y a des passerelles entre nous. Il peut y avoir des animations que nous organisons, nous, et où on fait intervenir des musiciens du conservatoire, des choses comme ça. Et en termes de fréquentation, c'est très 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 positif parce que beaucoup de gens qui vont au conservatoire passent par la médiathèque avant, ou inversement vont assister à leurs cours et ensuite vont chercher leurs livres ou emprunter des CD, emprunter des tablatures. Nous avons quelques partitions, mais bien que ce soit un fonds qui est appelé à se développer. Nous avons interrogé un lycéen et une jeune musicienne pour connaître leur point de vue. Depuis quand tu viens à la médiathèque ? Depuis que je suis arrivé sur Saint-Gaudens, donc c'est-à-dire à peu près 1 an. Et pourquoi tu fréquentes la médiathèque ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Ça m'apporte du calme pour travailler, parce que je suis interne et j'ai pas tellement d'endroits pour travailler au calme, dans de bonnes conditions. Est-ce que tu conseillerais à tes amis de venir à la médiathèque ? Oui, totalement, car c'est super intéressant de venir, parce qu'on peut rencontrer d'autres personnes. Il y a de la place, c'est calme, il y a plein d'enseignements, donc oui, je conseillerais fortement d'y aller. Depuis combien de temps est-ce que tu joues du piano ici ? Depuis 3 ans. Et avant, où est-ce que tu jouais du piano ? Chez moi avec un prof particulier. Et qu'est-ce que tu préfères du coup ? Au conservatoire parce que comme il y a plus de personnes, on peut jouer ensemble. Du coup, ça apporte plus de choses. Merci beaucoup. Elisa, as-tu entendu parler de la claque qu'a reçue Manuel Valls lors de son déplacement en Bretagne ? Oui, bien évidemment, mais heureusement, son garde du corps est intervenu. En effet, nous allons donc découvrir ensemble la complexité de ce métier à travers l'exemple de Stéphane Fraise, le fameux garde du corps de Manuel Valls. Un reportage de Tom Torres, Léa Comont et Camille Bolzer. Nous avons interviewé Monsieur Fraise, un garde du corps de 40 ans qui est originaire de la région. Après avoir réussi son bac, il a commencé en tant que gendarme dans la région parisienne, où il a ensuite accédé au métier de garde du corps en 2001. Monsieur Fraise a d'abord travaillé avec des personnalités étrangères ainsi qu'avec Monsieur de Villepin. Après avoir passé les tests pour le président de la République, il a travaillé avec Monsieur Bayrou et avec Monsieur Valls. Comment avez-vous accédé à ce métier ? Un jour sur un service courant, on va dire, pour mon commissariat, j'ai été amené à barrer une rue en fait en tenue pour pouvoir faire passer justement une personnalité. Donc il s'avérait que cette personnalité s'arrêtait, on va dire, à 100 mètres environ de mon point, où je bloquais la rue. Donc j'ai pu discuter avec les collègues comme ça, qui faisaient ce boulot-là que je ne connaissais pas du tout.
Et donc ils m'ont dit, comme j'étais sportif, machin, tout ça, éventuellement de postuler si ça m'intéressait. Et en fait, un mois après, à mon service, il y avait un appel d'offres pour faire partie de ce service-là. Donc du coup, je correspondais aux critères d'ancienneté, on va dire, pour les passer. Donc je les ai passés, je les ai vus. C'était au mois de juin 2001. Et je suis parti en décembre 2001 dans ce service. Quelle est la formation nécessaire pour être garde du corps? On part là-bas, on fait des grosses formations en tir, en protection rapprochée, puisqu'en fait on ne connaît pas le métier. On apprend à manipuler des armes lourdes qu'on n'a pas en commissariat. Donc on apprend tout un tas de réglementations sur l'armement, sur la protection. Et ensuite on fait encore d'autres stages et on est appelé à plusieurs candidats, on part à 4-5 et on allait au Mans, sur le circuit du Mans, et on passait les habilitations conduite rapide pour le permis, c'est-à-dire on est habilité à conduire de façon à vitesse excessive, on va dire. Et on avait aussi une conduite anti-agression où on apprenait à percuter des véhicules en fait. Voilà, c'est au cas où, mettons, un cortège était attaqué par des voitures, on apprend à percuter des voitures, à se dégager, si on est encadré à droite, à gauche, devant, derrière. Voilà. Un tas de manipulations qui nous permettent d'apprendre à se dégager avec un véhicule. Et puis on a maintenant aussi, avec tout ce qui est armes chimiques, tout ça, on a eu pas mal de formations aussi par rapport à ça. Dans ce qui pourrait être les attaques chimiques, bactériologiques, tout un tas d'événements qu'on n'est pas amené à rencontrer toujours, on va dire, mais qui font qu'aujourd'hui, avec l'évolution des choses et du temps, bon, ben voilà, ça peut arriver. Comment s'organise un déplacement avec la personnalité? Nous avons donc souvent des éléments précurseurs qui sont déjà sur site avant que nous on arrive. Après, par exemple, je vais prendre mon cas personnel avec M. Valls quand je travaillais pour lui. Donc il y avait le chauffeur, moi à l'avant, M. Valls derrière. Donc les éléments précurseurs à l'avant-bras, nous sommes dans une voiture blindée, 9x10. On a une voiture suiveuse après derrière, c'est-à-dire où il y a 3 collègues dedans, 3 policiers, avec voilà, de l'armement, tout ça, enfin une voiture qui suit en sécurité. Plus une moto civile, voilà, deux motards en civil sur une moto. Donc voilà, ça c'est le cortège, on va dire, officiel quand on se déplace en appareil. Voilà. Après, du coup, quand la personnalité sort de la voiture, en fait, après on travaille un peu en triangle, on a un élément avancé, en fait, donc je ne le compte pas dans le triangle. On a un flanc gauche, ce qu'on appelle un flanc droit, et on a un Kevlar, celui qu'on voit des fois si on regarde un peu les images avec une mallette, en fait. C'est une mallette en Kevlar. Voilà, donc il se déplie au cas où on s'est attaqué par un fou furieux avec une arme de poing ou quelque chose comme ça. On déplie ça, on le met sur la personnalité et ça. Normalement, ça empêche les balles de passer, quoi. Voilà un peu comment on fonctionne après quand on se déplace. Monsieur Fraise semble s'épanouir dans son métier. En effet, il nous a cité quelques avantages. Le fait de travailler avec les plus hautes personnalités de l'État rend son travail intéressant. Il côtoie de près les projets les plus importants du pays et accompagne les représentants de l'État dans des conditions de voyage exceptionnelles à travers le monde. Est-ce que c'est compliqué d'avoir tant de responsabilités? Oui, c'est des responsabilités, certes, mais bon, on est préparé à ça, on est habitué à ça, donc après ça devient un mécanisme, quoi, je veux dire. Après, à nous de ne pas tomber dans la routine et dans la facilité, parce que bon, c'est là qu'on fait des erreurs. Mais il n'y a rien d'insurmontable, rien de difficile, quoi, en fait. Il faut juste être attentif et prêt. On a entendu parler aux informations d'une situation complexe durant laquelle M. Valls aurait reçu une claque. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais ça faisait partie des moments tendus, on va dire, mais là c'était la primaire. Donc là on était en Bretagne, et en fait on est dans une mairie. Donc en fait j'ai les yeux plutôt vers le bas, je vois toujours les mains, mais j'ai les yeux vers le bas. Et là au moment où il lâche la main de ce jeune, là, je vois la main en fait, au lieu de se rétracter, remonter vers le visage, et là je me dis il va se passer quelque chose. Et j'ai juste le temps, en fait, même quand on revoit bien la vidéo, on va dire image par image, j'ai juste le temps de pousser un peu la personnalité, on va dire, sans non plus la balancer, quoi. Juste essayer de l'écarter pour pas que la main arrive. Et malgré ça, il arrive à taper juste comme ça avec le bout des doigts. Je me suis après occupé de suite du gars et j'ai pas fait, dire entre guillemets, l'excès de zèle, quoi. Je lui ai pas mis une grande tarte, je lui ai mis un balayage, je l'ai étranglé, on va dire, pour essayer de le neutraliser, parce qu'après on ne sait pas ce qu'il peut avoir sur lui. On imagine qu'il y a des moments privilégiés. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter?
Une qui est rigolote, souvent on fait des cadeaux comme ça aux gens. Quand on va dans des pays, tout ça, voilà, c'est la tradition, quoi. On nous offre quelque chose, tout ça, un petit cadeau de bienvenue, tout ça. Et quand on allait pas mal en Espagne, à un moment donné, et on nous offrait des jambons. Mais des bons jambons, des bellota. Et à chaque fois, il me disait, quand on remontait à la ville, il me disait, Stéphane, il me disait, vous l'avez mis où le jambon? Si vous inquiétez pas. Il voulait surtout pas que je lui pique. Donc c'était vraiment. Voilà. C'est donc avec Monsieur Valls que vous êtes le mieux entendu humainement? Sur 5 ans, on peut. Je dis pas que les deux autres étaient pas bien, j'ai pas dit ça, mais celle dans laquelle je me reconnaissais le plus, c'était lui. C'est lui. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle édition du journal télévisé de Bagatelle.